Au sommaire de ce Vendée Mag, le passage du Cap Horn pour la tête de course et 9 minutes 30 d'écart entre les deux leaders. C'est Loïc Perron, deuxième du premier Vendée Globe, qui est notre expert du jour pour revenir sur ce duel. Enfin, nous passerons un après-midi de Noël avec la famille de Nicolas Luneven. La tête de la flotte du Vendée Globe bascule dans le Pacifique avec le Cap Horn en ligne de mire. Le gros des troupes arrive sous l'Australie et se livre à un beau match. C'est rigolo parce qu'on est tous en train de le passer en même temps là. Il y a Isa Josque, Jean Le Cam, Alan Roura. C'est un peu celui qui allait le plus vite cette nuit là, dans l'équipe des 4 bateaux là. C'était assez rigolo. Il y a un pointage, tu fais attends, il est trop rapide, allez vas-y, je remets encore du charbon. Tanguy. Et je pense qu'avec Tanguy, ça va se jouer à quelques minutes près. La régate bat son plein entre jeunes coqs sur dériveurs et marins plus expérimentés sur foiler ancien. La concurrence et la compétition les démangent, mais après un mois de navigation, les bateaux sont fragilisés. Les passages de front violents et la mer formée peuvent parfois doucher leurs ardeurs. Là, c'est tension maximale. Bon, il reste 3 heures à tenir là pourvu que ça tienne, putain, pourvu que ça tienne. La mer est démontée, de chez démontée là. On voit les embruns là qui se font profiter par le vent. Ah là c'est chaud là. On est un peu en PLS quand même là. C'est le dernier front de l'Indien normalement. Bon les amis, c'est la grosse merde. Le bateau qui est en train de se disloquer. Ici il y a cette cloison et le fond de coque. Là il y a une grande fissure tout du long. Des deux côtés. Du coup là il faut réparer ça absolument. Je suis dans 50 nœuds, il y a beaucoup de merde donc ça bouge beaucoup. Donc je sais pas comment je vais réussir à stabiliser le truc pour pouvoir le réparer. Oh la vache. Putain, j'aurais dû mettre des lunettes. J'ai mis des mâts de planche à voile qu'on a emmené là, qui plaquent le fond de coque. J'ai mes lattes que j'ai cassées qui plaquent elles la cloison. Et du coup ça bouge plus. Et maintenant je vais pouvoir faire une première strate. On repart avec un bateau quasiment à 100% et bon bah un skipper qui a un petit peu plus peur maintenant. Je vais faire peut-être un peu plus attention et y aller plus mollo dans les fronts. C'est pas vraiment de ma faute, c'est à cause de Benjamin Ferré. Dès que je suis à côté de lui, j'ai mon ego qui prend le dessus et il faut absolument que j'aille plus vite que lui. Sinon ça va pas. L'instinct de compétition a aussi poussé à la faute Violette d'Orange. 8 jours et 21 heures après Charlie Dalin, la Benjamine de la course a passé le Cap Lewin en 25e position. Pour sa première expérience dans l'hémisphère sud, elle a su faire le dos rond, réparer avec brio sa colonne de winch la semaine dernière, mais Violette vit sa plus grosse frayeur au moment où la confiance s'installait. Aujourd'hui, je suis un peu à fleur de peau parce que j'ai eu un passage assez difficile. Ce matin, je me suis pris un front et j'ai voulu jouer un petit peu avec la limite de mes voiles, c'est-à-dire garder un peu trop de toile et attaquer. Et je me suis fait surprendre par un grain de 50 nœuds et j'ai cru que j'allais démater, c'était horrible. Et ces derniers jours, j'allais un poil moins vite et l'esprit de compétitrice a repris le dessus alors que dans ma tête, mon objectif principal c'est d'arriver et il faut vraiment que ça reste ça. Tout début décembre, on passait le cap de Bonne-Espérance et j'étais à 2 doigts d'abandonner. J'avais le problème de safran et je me suis dit essaye ton système et va jusqu'en Australie, vois si c'est possible d'aller jusqu'en Australie. Mais ça y est, on est en Australie. C'est un truc de fou. On est à l'autre bout de la terre. Merci Damien. Ça y est, on est sorti de l'Indien apparemment. On a passé la longitude du Cap Lewin et c'est vraiment formidable.
Je pense qu'en tant que Néo-Zélandais, je ne suis pas autorisé à glorifier quoi que ce soit qui vienne d'Australie. C'est au mieux un panneau de signalisation routière. Mais non, le grand jour, ce sera le Cap Horn. Le Cap Horn, c'est l'objectif. À l'avant de la flotte, c'est donc désormais un trio qui se bat pour la première place. Jouant avec les variations du vent, sur le dos d'une dépression à la bordure de la zone d'exclusion des glaces, les leaders enchaînent les empannages, slalom sur les bascules de vent dans un flux soutenu, en attendant de pouvoir tirer un bord direct vers le Cap Horn. C'est un Pacifique qui s'offre à eux. Charlie Dalin a perdu du temps sous la Nouvelle-Zélande, mais il attend quelques heures avant d'officiellement reconnaître que lui aussi a parfois des problèmes de voile d'avant cette fois-ci. On a mis 36 heures de job, 36 heures de boulot assez acharné pour réussir à réparer, mais ça y est. Voilà, cette voile est de nouveau opérationnelle, donc je suis heureux de vous annoncer que la 600 Prévoyance est de retour à 100% de son potentiel. Vous entendez bien? À 100% de son potentiel. Après cette pause, Dalin réaccélère très fort, reprend la première place. Seul Johan Richaume suit la cadence. Sébastien Simon, inexorablement, est décroché. Moi, je peux vous dire que c'est pas drôle de se battre avec un foil en moins. Ce bateau a un comportement vraiment pas terrible et c'est un peu pénible. Je suis un peu deg d'avoir vu les deux premiers partir devant la dorsale là. On a passé le point Nemo et maintenant on se dirige vers le Cap Horn. On va atteindre dans 3 jours environ. Voilà, passage le jour de Noël au Cap Horn. Exceptionnel. C'est trop bien. Dans le groupe de chasse, on cherche aussi à jouer avec l'intensité du vent de sud-ouest généré par la dépression, mais en arrière du système, la mer est beaucoup plus formée, le vent fort et instable, le froid polaire complique la vie à bord, et la suite du programme paraît tout aussi scabreuse. Rien à espérer pour revenir avant le Cap Horn et un passage du Horn périlleux, avec des dépressions qui descendent le long des côtes chiliennes. Le moral est atteint, le matériel fatigue. Thomas Ruyant se détache en 4e position. Une mer dure. Court, croisé, vraiment pas facile de faire avancer le bateau. Et la situation à venir, ouais, je me creuse quand même pas mal la tête. Jérémy Bayou et Nicolas Luneven sont contraints à des ralentissements de plusieurs heures pour réparer des casses de pièces mécaniques qui font le lien entre les voiles et leurs mâts mis à rude épreuve. J'ai pris la décision d'affaler la grand voile. Et en fait, le hook de GV est complètement explosé. Ouvert en deux. Donc j'en ai un spare, mais c'est pas le tout de dire que tu as un spare, c'est que en fait faut démonter le rail de GV pour sortir le précédent. Faut enlever les lattes. Faut dévisser le rail, faut le revisser, faut installer le nouveau hook. Le tout dans une mer défoncée, mais bordel l'enfer. En plus il fait -12, donc t'as l'onglet aux mains parce que tu peux pas mettre des gants et les petites vis comme ça. Je me suis rendu compte que j'avais un chariot de latte qui était cassé. Évidemment, c'était le chariot de la latte 1, donc la latte qui est tout en haut. Et il y avait 30-35 nœuds de vent. Donc il a fallu que j'affale la grand voile. Tout ça à califourchon sur la baume dans 30-35 nœuds avec 5 mètres de creux. J'ai pas regardé exactement. Je pense que ça m'a pris entre 2 et 3 heures. Et je suis bien rincé. Là, je viens de manger. Je vais pas tarder à empanner normalement. Et puis je vais aller dormir parce que là, j'en peux plus. Là, c'est dépense de l'énergie là. Bon voilà, ça y est, c'est réparé, c'est changé, la GV elle est en l'air. Mais dis donc, c'est pas de tout repos tout ça. En 10e position, Sam Goodchild voit son hook de voile d'avant céder. Il lui faut, à la main et en catastrophe, remonter les 180 mètres carrés de voile passé à l'eau. J'essaye de la sauver, mais il y a beaucoup de vent. À la limite de la zone des glaces, au cœur de l'océan Pacifique, en 7e et 8e place, Yannick Bestaven et Boris Herman naviguent à vue. On se croise, c'est chaud! Le milieu du Pacifique, quoi! Yeah! Justine Métro cravache pour rester dans ce groupe des 11 premiers. Un peu plus loin derrière, depuis qu'elles ont été stoppées par la dorsale anticyclonique la semaine dernière, Sam Davis et Clarisse Kremer sont obligés de tirer des bords face au vent vers la Nouvelle-Zélande avant de retrouver des angles de vent plus favorables pour faire de la route vers l'est. Benjamin Dutreux et Romain Attanasio ne sont pas loin. Et voilà, je suis toujours au près depuis plusieurs jours, mais c'est bientôt fini, plus que 48 heures, un peu moins, ça va ouvrir demain normalement.
Bientôt le portant, même si ça va pas être beaucoup plus facile. Il y a un indice qui montre qu'il fait pas chaud dans ma cabane. En queue de peloton, la flotte s'étire de plus en plus. Les derniers sont usés par un Indien particulièrement copieux. J'arrive pas à dormir parce que je vais pas assez vite. Je vais pas assez vite et j'ai empanné là hier soir et là je fais route plein est. Et en fait le front qui me rattrape, ben il arrive par l'arrière. Donc les concurrents qui sont derrière, ils se rapprochent de moi et je sais que c'est normal mais j'aime pas. Mais vraiment, quelle chance de pouvoir être ici tout seul au milieu de l'océan Pacifique en ayant quitté les Sables d'Olonne seul sur son bateau. C'est quand même une expérience de dingue. Tous ces océans immenses à traverser. Oh! Voyez donc! Qu'est-ce qu'il y a là? Ah la vache, moi qui pensais être peinard. Qui est-ce que j'ai bord à bord au petit matin? Louis-Luc, le Normand. Pendant ce temps-là, une semaine après son dématage, Piper fait route vers Melbourne à toute petite vitesse et à force d'inventivité et de persévérance, elle a trouvé des solutions pour améliorer son gréement de fortune en y ajoutant une voile supplémentaire. Yes! Yes, yes, yes! Look at that! Ça me donne l'impression d'être à Noël. Joyeux Noël! Il est avec moi le Père Noël. On vous embrasse du fond du cœur, allez à tous les enfants du monde et de la terre. Merry Christmas, joyeux Noël! Joyeux Noël à tous! Attention, je débute. T'es joué par milliers. N'oublie pas mon petit ciré. À l'arrière du peloton, tout le monde est sous l'Australie avec Denis Van Venberg, dernier au Cap Lewin avec plus de 15 jours de retard. Juste devant lui, Manu Cousin et Fabrice Amedeo. Chez les dériveurs, les routes divergent pour contourner une bulle sans vent. Conrad Coleman fait du nord. Tous les autres plongent au sud, le long de la zone d'exclusion antarctique. Les vieux foilers sont à vue. On croise avec la Micaline. Jean Le Cam mène fièrement cette deuxième flotte à bord de son dériveur nouvelle génération. Au cœur du Pacifique, les groupes se forment. Romain Attanasio et Damien Seguin sont désormais ensemble. Clarisse Kremer et Sam Davis forment un nouveau trouble avec Benjamin Dutreux. Devant, dans le top 10, Yannick Bestaven est ralenti par la casse de son hook de voile d'avant. Merde! Putain! La hook a dû péter, quoi! Chier! 2 heures à sortir de l'eau tout seul. Comme un âne. Putain! Ça daille, tout autant d'efforts ruinés en 1 seconde. 1 seconde. Paul Meillat en profite pour gagner une place. Regardez qui est là! Maître Coq! Sur un bord direct, à très haute vitesse et sans grande manœuvre à effectuer jusqu'au Cap Horn, les deux leaders sont entrés depuis plusieurs jours dans le match qui les oppose pour le très long sprint final vers les Sables d'Olonne. En passant de longues heures à la table à cartes, à compulser tous les modèles météo, en pesant les différents choix de route possibles, Johan Richaume, qui a repris la première place, et Charlie Dalin, légèrement décalé, se projettent dans la remontée de l'Atlantique. Après avoir été poursuivis par les systèmes météo d'ouest en est, ils vont reprendre du nord, repartir à la rencontre des anticyclones et des dépressions qu'il faudra traverser en jouant des coups stratégiques et tactiques que l'on n'avait plus vus depuis de longues semaines. La victoire se joue à partir de maintenant. Le 23 décembre, après 43 jours de mer, les deux hommes passent le Cap Horn avec seulement 9 minutes 30 d'écart. Ils sont tous deux largement en avance, 3 jours exactement, sur le record d'Armel Lecléage de 2016. Instant d'extase pour les deux skippers qui ont tant rêvé de ce scénario idéal. On a fait le Cap Horn, quoi. En tête, un truc de malade. La remontada, quoi. Au Halloween, j'avais 24 heures de retard. Et là, je passe à quelques minutes d'avance. C'est génial. Trop bien de le voir de jour. Wouh! Yes. Il est là, ce Cap Horn. Ah, je suis trop content.
35 heures après, dans une mer beaucoup plus formée et un vent beaucoup plus fort, Sébastien Simon passe 3e au Cap Horn. Particulièrement heureux et épanoui, Johan Richomme creuse son avance. Pour éviter une zone sans vent qui les ralentit nettement, les deux bateaux remontent le long de la zone d'exclusion à l'est des Malouines. Dopés par l'adrénaline de la compétition de très haut niveau, arrivés en favori, dominateurs sur les 2/3 du parcours déjà effectué, ils sont les deux leaders forts de cette 10e édition du Vendée Globe. La dernière partie du duel s'ouvre maintenant devant eux. Je pense que ça nous ferait plaisir de terminer deuxième de cette course mythique. Donc voilà, Johan, je souhaite offrir une 2e place au Vendée Globe. On n'est jamais facile contre Charlie. Il va être à son avantage, mais on va rien lâcher. Ça, c'est sûr. À la veille du départ du Vendée Globe au Sables-d'Olonne, il a fait partie des marins intronisés par l'association des Caporniers, dirigée par Jean-Luc Vandened. C'est Loïc Perron qui est notre expert du jour. Bonjour Loïc. Bonjour. Alors, 4 Capornes à votre actif, dont 3 de jour et 1 sur le Vendée Globe en 1989-1990. Est-ce que vous avez des souvenirs de ce passage derrière Titouan Lamazou et Jean-Luc Vandened? Vous étiez 3e à ce moment-là pour terminer 2e. Ah mais souvenirs, oui. Tous les marins qui ont la chance de passer un Cap Horn en solitaire et surtout sur un Vendée Globe, ou dans le bon sens en tout cas, force est de le voir et d'avoir la chance de le voir, ce qui était le cas lors de mon premier passage. C'était un souvenir inoubliable que j'ai même mis en image un petit peu et j'avais même balancé toutes mes cassettes de tous ces souvenirs accumulés avant le Cap Horn. Lors de ce premier Vendée Globe, je les avais balancés à mes frangins qui m'attendaient sur 2 petits bateaux de croisière entre Ushuaïa et l'Antarctique. Alors on dit que le Horn, c'est une libération pour les marins. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi? Oui. Il y a une symbolique géographique évidemment. Il y a une symbolique physique, une symbolique météo, une réalité météo d'ailleurs, et on l'a même vu sur les images lors des passages des 2 premiers, Charlie et Yann, il y a quelques jours. Tout de suite, ça se calme. Ce n'est pas toujours le cas, mais enfin, très souvent, statistiquement, on se retrouve à tourner à gauche et à revenir dans ce qu'on croit être notre jardin. Ça ne peut pas être forcément plus facile, mais on sait qu'on sort un peu de l'enfer, de ce désert maritime étonnant qu'on est allé tous chercher. Mais c'est pas mal quand ça s'arrête, c'est vrai. De la longue houle, on dit au revoir aux albatros, pas tout de suite, parce qu'ils vont nous suivre un petit peu pendant quelques temps en latitude. Mais il y a une vraie symbolique, c'est vrai. Le risque, c'est de décompenser un peu, de se relâcher. Plusieurs marins l'ont raconté, ça. C'est vrai qu'il faut faire attention à ça, d'autant plus que la météo peut se calmer assez vite et puis reprendre dangereusement après le long des côtes argentines. Il faut faire un petit peu attention et du Brésil. Mais non, globalement, c'est quand même la fin de l'enfer. C'est pas plus mal d'en sortir. Il est vrai que le fait de mettre de moins en moins de temps pour arriver au Cap Horn maintenant, parce que les premiers l'ont fait maintenant en 43 jours, je crois, ce qui est sidérant. Il y a 30 ans, c'était un petit peu différent. On avait vraiment fait une parenthèse, toute la partie sud, ne serait-ce que parce que le début du sud avec les problématiques de Philippe Poupon à l'époque, avait calmé un petit peu les ardeurs de tout le monde. Et moi, ça m'avait même rendu service, je crois, et ça m'avait peut-être sauvé de voir Philou dans un tel état. Donc, on était un peu en survie dans le sud, et la régate avait repris son cours à partir du Horn, alors que là, la régate est permanente. Alors parlons justement de ce duel qui va nous tenir en haleine pendant 3 semaines environ. Votre regard sur ce match entre Charlie Dalin et Johan Richomme, c'est un peu Perron des Joyaux 20 ans, 30 ans après, Ah oui, oh non, j'aurais aimé, lors de mon dernier Vendée Globe, j'aurais aimé me bagarrer avec Mich qui nous avait fait une démonstration incroyable en 2008, mais bon, un dématage m'a empêché de me mesurer et à lui et aux autres, mais là on a des marins exceptionnels, des bateaux un petit peu différents. Le Arkea du côté de Johan, Arkea Paprec était un peu plus avantagé dans le sud, des conditions peut-être à l'avantage de Massif et de Charlie dans des zones de transition un petit peu plus molles avec des zones de près, mais ça va être passionnant à suivre. Ils sont tous les deux extrêmement compétents, ils ont des manières de tendre leur trajectoire et d'anticiper sur des coups qui sont assez impressionnants. Non, c'est une édition très impressionnante pour ça. Mais sur ce duel, sur quoi ça va se jouer là, dans ces 3 semaines entre eux? Rappelons qu'ils se connaissent parfaitement, ils sont copains dans la vie. Et cette notion-là, parlez-nous de cette notion de régater contre des gens qu'on connaît bien, avec qui on va au bistrot évidemment, mais eux, ils ont carrément été colocataires. Exactement, ils se connaissent parfaitement bien. Il n'y a pas mieux. Il faut, dans toute compétition et dans toute confrontation, il faut connaître son adversaire et évidemment le respecter. Ça fait partie des choses. Et il y a un profond respect entre les deux.
Ils ne vont pas se lâcher. Ils sont dans un état de fraîcheur, je trouve, en tout cas vu en image, assez impressionnant. L'état de leurs bateaux respectifs semble... alors, on peut toujours cacher des petites misères, mais je trouve que ça navigue très très bien. Apparemment, Charlie avait eu des petits problèmes de voile il y a quelques jours, mais ça semblait très résolu. En tout cas, c'est ce que l'on peut savoir ici. J'imagine que après, c'est de la confrontation amicale, ça reste un sport et une aventure exceptionnelle, et l'un et l'autre. Et puis, une fois de plus, c'est du bateau à voile, et rien n'est fait tant qu'une ligne d'arrivée n'est pas franchie. Donc, tout peut arriver. Loïc, est-ce que vous vous souvenez de Bruno Lunven? Bruno, vous avez fait du Figaro contre lui, me semble-t-il. Bien sûr. Mon premier Figaro en 80. Et surtout en termes de Tour du Monde, il a participé avec Grand Louis sur la Whitbread 73-74. Et c'est bien sûr... avec Sylvie Vian à bord, oui. Et c'est bien sûr le père de Nicolas Lunven qui est en mer en ce moment. Et pour terminer ce Vendée Mag, eh bien, je vous propose de passer une après-midi dans la famille Lunven, puisqu'il y a le papa, bien sûr, mais il y a aussi Laure. Laure Lunven est non seulement l'épouse de Nicolas, mais aussi l'attachée de presse de Romain Attanasio. Une après-midi de Noël, donc, chez les Lunven. On va mettre les punaises sur le globe pour voir où est-ce qu'est papa. Attention, ah non, plus bas, chérie. Voilà, regarde. Alors là, il est au point Nemo, papa. Alors, le point Nemo, c'est là, Thibaut. On a effectivement le coup du globe, mais comme tu as vu, on n'est pas toujours très à jour. Donc, de temps en temps, on met 3 épingles le même jour. Ça, c'était parce qu'il y avait la dépression. Papa, il a évité la dépression. C'est compliqué à mettre en place des routines avec ce genre de sport parce que, en fonction de la météo et de ce que vit Nicolas, il ne peut pas forcément honorer des rendez-vous. Il appelle quand il se sent OK de discuter. Nous, moi, quand je vois que de temps en temps les enfants ont besoin, je l'appelle aussi. Et s'il répond, bah tant mieux. Hop! Regarde, qui c'est celui-là? Tu le connais? Il fait l'andouille. Tout le monde fait l'andouille. Thibaut? Regarde. Tu discutes avec papa 2 secondes? Je vais chercher les filles. Tu discutes 2 secondes? T'es passé au point Nemo? T'entends ce qu'il lui demande? Je suis passé au point Nemo, ça y est, je l'ai passé le point Nemo. Il demande s'il est coincé au point Nemo. Maintenant, le prochain point de passage que je vais faire, c'est le Cap Horn. Mais on met surtout pas en place de routine. Si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive sur le Vendée Globe, du coup, ça les perturbe en fait. On sait quand papa part, mais on sait pas quand est-ce qu'il revient. Bonjour papa. Ça va ma puce? Oui. Et dis donc, ça a l'air de plaire le piano, ma minette. Non, tu vas plus me voir. T'es à combien de nœuds? Parce qu'on a un bruit de fond terrible. Moi, je suis entre 20 et 25. On reste tranquille. Et de la mer? Il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a de la mer, donc ça tape dans tous les sens et le bateau il est sous l'eau. C'est pas très agréable. Ah, bon. Vive l'Atlantique. Ouais. La longue houle du Pacifique, on reviendra. Hein. Je la cherche toujours. Hein. Contrairement à ce que me disent beaucoup de gens, je suis pas fier parce que la fierté ne lui en revient qu'à lui-même. Mais je suis content pour lui, ça c'est sûr. C'est un petit peu l'aboutissement de sa carrière. Enfin, j'espère qu'elle se poursuivra un petit peu, mais déjà, si elle se terminait sur cette note-là, ce serait déjà pas mal. Du coup, il jouera 44 000. Les 2 premiers, là, qui vont toujours un peu plus vite que les autres. Et Romain est combien? Il est toujours 15e, mais est-ce qu'il reprend un peu de... 15e. Et 16. Et il marche à 16 nœuds. 16 nœuds. J'ai la double casquette de femme de Nicolas Lunven, d'attaché presse pour Romain Attanasio. Donc, je suis en charge de tenir informer les médias de la course de Romain pour pouvoir faire de beaux articles et de beaux reportages sur son Vendée Globe à bord de Fortinet Best Western. 24h/24, je suis joignable, mon téléphone est ouvert. En fonction de l'actualité de Romain, s'il se passe quelque chose, je suis prête à dégainer un communiqué de presse ou quoi que ce soit. Ou des appels téléphoniques, mais non, je ne suis pas coupée. À partir du moment où il y a eu le départ jusqu'à l'arrivée, je suis joignable. J'ai pas fait de faute, hein? Non.
Ah oui, je suis complètement accro. Je suis la carto, les 6 positions quotidiennes. Puis je note même certains changements. Je note assez facilement les classements, au moins des premiers de ceux qui entourent Nicolas. Tu penses passer quand le Cap Horn? Le 27 ou le 28, je pense. Normalement, le 27. Mets un peu de charbon, hein. Prends soin de toi. Salut, joyeux Noël à tous.